Maintenant, je vais vous parler de l'Antiquité occidentale, ou bien l'Antiquité en Occident. Bien que depuis une très haute antiquité, les anciennes civilisations orientales avaient certaines connaissances en biologie. Mais c'est dans la Grèce ancienne que cette science allait prendre son véritable essor. Quand on parle d'une antiquité occidentale, il faut parler de la civilisation grecque, qui résulte d'un mélange des anciennes civilisations, comme par exemple la civilisation chinoise, la civilisation indienne, etc. Elle se caractérise par l'émergence de la pensée scientifique. Les manuscrits et les pensées ont dominé l'histoire des sciences jusqu'à le XVIIe siècle, appelée aussi la période classique où l'homme s'intéresse aux phénomènes naturels et cherche à organiser ses connaissances. Donc cette phase est marquée par les découvertes d'Anaximandre, d'Hippocrate, c'est-à-dire l'apparition de plusieurs savants scientifiques comme Galien, Aristote et Théophraste. Je vais vous parler maintenant de le père de la médecine ancien, c'est Hippocrate. Ce n'est pas seulement un médecin, mais aussi c'est un philosophe. Hippocrate, donc il est considéré traditionnellement comme le père de la médecine. Il a écrit plusieurs traités médicaux sous le nom de Corpus Hippocratis, qui servira de référence pendant encore un temps à propos de l'embryologie, pathologie, la physiologie et la gynécologie. Donc les principes d'Hippocrate. Selon la médecine hippocratique, le cœur est le centre de l'intelligence. Pour lui, les nerfs servent de tendons pour les organes. La respiration a pour rôle de refroidir le cœur, qui serait le lieu de rencontre du sang et de l'air. Le cerveau est humide et froid, et dont le mucus est évacué par le nez. Les mouches et les moustiques naissent par génération spontanée. Il a fondé aussi l'école hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en grec antique. Il rend la médecine distincte et autonome d'autres types ou bien d'autres domaines de la connaissance, comme par exemple la théologie et la philosophie, pour en faire une profession à part entière. Il admet l'existence aussi de 4 éléments, comme par exemple la terre, l'air, le feu et l'eau, et de 4 qualités qui fonctionnent par couple opposé, comme par exemple l'humidité et la sécheresse, le chaud et le froid. Donc, l'une des marques aussi de son école dite Kos est de considérer que la nature elle-même, donc automédicatrice, c'est-à-dire capable de rétablir les équilibres ainsi perturbés. Donc, le rôle du médecin dans ce cas est simplement de favoriser cette vertu. Alors, les spermes aussi, selon cette école, le sperme apporté par l'homme et les sécrétions féminines ont un rôle égal dans la reproduction. Bien sûr que chacune de ces semences est formée à partir des différentes parties du corps. Les extraits se reconnaissent et s'assemblent au cours du développement embryonnaire. Un tel modèle permet la transmission des caractéristiques acquises au cours de la vie. Donc l'école hippocratique a été influencée par la théorie des 4 éléments ou bien la théorie des humeurs qui postule que toute matière est constituée d'un mélange de 4 éléments primordiaux qui sont l'eau, la terre, l'eau et le feu. La théorie des humeurs. Alors, pour les anciens, il existe 4 humeurs qui se sont le sang produit par le foie, la pituite ou bien le phloème, donc rattaché au cerveau. La troisième, c'est la bile jaune venant également du foie. La quatrième, ou bien le quatrième élément, c'est la trabile, ou bien la bile noire, venant de la rate. Maintenant, le deuxième scientifique, c'est Anaximandre. C'est le premier physiologue grec. Donc, il pense que les animaux sont nés de la mer, que l'on viendra d'une autre espèce et qu'à l'origine de la vie viendrait de l'eau et aurait évolué pour s'adapter à la vie terrestre. Aussi, Alcméon. Alcméon, c'est le premier grec à faire des dissections systématiques. Donc, il relie le cerveau et les sangs. Empédocle. Empédocle, c'est un médecin grec, étudiait les organismes dans leur milieu. Il aimait l'idée de la transmission des caractères et pense à la sélection des espèces.
Il est également le précurseur de l'écologie en tant que science qui étudiait les êtres vivants en relation avec leur milieu. Pour lui, tous les phénomènes biologiques seraient réagis par des causes mécaniques et des changements des conditions du milieu qui ont imposé à l'être vivant à une adaptation par des organes appropriés. Il a aussi tenté de classer plus de 400 espèces animales. Maintenant, Aristote. Aristote, c'est l'élève de Platon, donc il est considéré comme le plus grand des biologistes à l'époque. Il travaille aussi avec des méthodes donc logiques et rationnement inductives. Donc aussi, il a fait donc beaucoup de livres sur les animaux et les plantes. Aussi, il a classifié les animaux d'une façon cohérente, tout en utilisant le langage courant. Il pose par exemple comme distinction de base le genre et l'espèce. Par exemple, il distingue les animaux à sang, ce sont les vertébrés, et les animaux non sanguines, ou bien les invertébrés. Donc, il ne connaît pas les invertébrés complexes qui possèdent certains types d'hémoglobine. La classification des vivants par Aristote donc, contient des éléments qui ont été utilisés jusqu'à le 19e siècle. Maintenant, l'Antiquité occidentale, c'est-à-dire en Rome, la civilisation en Rome. Pendant l'Empire romain, donc, les sciences biologiques commencent à décliner, c'est-à-dire à se diminuer. Euh, donc l'apport des Romains à la biologie est beaucoup moins important que celui des Grecs. Bien sûr, du fait des préoccupations essentiellement militaires de l'Empire romain, c'est-à-dire des préoccupations militaires, dans cette époque, je peux c'est-à-dire, vous citer deux principaux scientifiques qui ont été apparus au cours de cette époque. Le premier, c'est Pline l'Ancien, c'est un chef romain, donc a écrit l'ouvrage des histoires naturelles, l'un des très gros livres faisant l'inventaire des connaissances actuelles en biologie. Donc il servirait de référence pendant longtemps ce ouvrage, même si son écrit est très influencé par les croyances. D'accord. Le deuxième, c'est Galien. Donc, Galien, il s'intéresse à l'anatomie et a fait beaucoup de planches anatomiques à partir d'animaux. C'est aussi un physiologue expérimentateur qui comprend donc le rôle des nerfs moteurs et sait que les artères véhiculent du sang. Donc, il soigna aussi plusieurs empereurs. Il est considéré aussi comme le dernier des grands médecins créateurs de l'Antiquité gréco-romaine avec Hippocrate. Aussi, c'est l'un des principaux fondateurs des grands principes de base sur lesquels repose la médecine européenne en général. Il a donné la priorité à l'observation anatomique. Donc, il considère que l'observation anatomique, c'est la base fondamentale de la médecine et a cherché à établir des hypothèses sur les processus physiologiques en procédant à des expérimentations uniquement sur l'animal. Parce que l'autopsie des corps humains était interdite, bien sûr, à l'époque. Alors, pour conclure, je vais vous présenter un résumé en 2 phrases sur les 2 types d'antiquité. L'Antiquité orientale est caractérisée par une dominance des connaissances empiriques et utilitaires de la biologie. En revanche, l'Antiquité occidentale, donc beaucoup plus grecque, est caractérisée par des changements lents mais très importants dans le domaine de la biologie. Avec cette conclusion, je vais vous terminer notre cours. Merci pour votre attention.